Parti au procès pénal, tout procureur est tenu de réellement rechercher la vérité et de demander l'acquittement lorsque les preuves présentées au procès se relèvent insuffisantes pour justifier une déclaration de culpabilité. Cette obligation est encore plus cruciale pour le procureur de la CPI, étant donné que l'article 54-1A du statut lui impose d'enquêter tant à charge qu'à décharge. Donc, il y a un article, donc l'article 54-1A, dit que le procureur doit enquêter à charge et à décharge. Or, le procureur n'a enquêté qu'à charge. Ça veut dire que tout ce qui peut condamner le président Gbagbo, c'est ça qu'il a mis. Vous allez voir de quoi je parle. Or, ce n'est pas ça. Quand vous allez, un procureur doit enquêter à charge et à décharge. Tout ce qui s'est passé, c'est ça l'objectif. Deux exemples. Lui parle de royalement ignoré par le procureur. Il dit le choix de pratiquement ignorer et essentiellement de passer sous silence le rôle du commando invisible, défini dans les motifs comme le principal groupe armé actif en opposition au FDS. Nous sommes à la page 98 au point 105. Le procureur n'a jamais parlé du commando invisible. C'est quand même quelque chose d'assez visible. Tu peux ne pas aimer le président Gbagbo. Tu dis oui qu'il a tué, il a fait un plan comme ça, c'est vrai peut-être. Selon toi. Mais n'empêche que le commando invisible, c'est quand même pas un virus qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est quand même un groupe d'individus qui a agi et qui s'est réclamé de la rébellion. Comment les ignorer? Donc, ça n'apparaît pas. Un deuxième exemple. L'accusation a essentiellement ignoré les déclarations de ses propres témoins et ses propres documents lorsqu'il en ressortait que les barrages routiers avaient été érigés par les deux camps. Donc, nous sommes à la page 102 et 108. Parce que je m'adresse ici aux gens qui disent que Blé Goudé s'appelle 125, etc. Ici, c'est la preuve ici. C'est preuve à l'appui. Donc, vous allez à la page 102 et 108. Plus loin, à la même page, il écrit encore, les barrages routiers n'étaient pas une exclusivité du camp pro-Gbagbo et étaient une méthode de plus en plus prisée pour s'opposer à la progression des convois des FDS. Voyez? Donc, pour dire quoi? Que si ça est devenu maintenant un élément de sécurité des gens, puisque à un moment donné, les gens, ils ont vu avec les commandos invisibles, etc., on commençait à se protéger. Mais de l'autre côté, le côté de Ouattara, dont le procureur refuse, puisque je vais en parler par la suite, ce groupe-là, les gens, eux, ils empêchaient les FDS de passer. Ils faisaient donc les barrages. Et donc, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que le procureur veut condamner le président Gbagbo à tout prix. Donc, nous sommes à la page 17 au point 17. Et il est même allé plus loin pour demander qu'on doit requalifier les faits. L'autre élément que le procureur a ignoré, c'est le rôle que l'ONUCI et les forces militaires françaises ont joué. Voilà ce que dit le juge à la page 101 au point 119. Il dit que c'est aussi erroné et fallacieux de prétendre que la présence et le rôle de l'ONUCI et des forces militaires françaises n'ont pas influencé la façon dont Laurent Gbagbo et ses partisans voyaient la situation. Je viens ici pour parler d'un point qui paraît important. Donc, c'est le point, la page 50, le point 49. Je vais le lire pour vous. Il dit, conformément à ce qui... Ça, c'est le juge qui parle. Conformément à ce qui a été dit dans l'affaire Abou Garda, il est impératif qu'une condamnation pénale établisse un lien entre les faits reprochés et la personne accusée d'en être responsable. Donc, si on m'accuse de quelque chose,
il faut qu'on trouve des éléments pour dire que c'est moi qui l'ai fait. S'il n'est pas possible d'établir un tel lien, c'est une perte de temps et de ressources et un exercice inutile de la fonction judiciaire que de poursuivre et d'analyser tous les autres éléments constitutifs des crimes reprochés. Il dit, si on ne peut pas établir, ça ne sert à rien de chercher à dire on va continuer. C'est pour ça lui il dit, stop, ce n'est pas la peine que les avocats puissent envoyer. Ça ne sert à rien de poursuivre, parce qu'on n'arrive pas. Ce sont les éléments importants du juge, du procureur. Ces éléments-là ont été balayés. Sur quelle base voudriez-nous encore aller plus loin? Ça veut dire que, il dit mais c'est même impossible. Il y a un point, j'en parlerai certainement par la suite. Comment les témoins de la défense puissent confirmer la thèse du procureur? C'est impossible. Donc c'est une perte de temps inutile. Je vais plus loin. Il dit quel que soit le résultat de cet exercice, cela conduirait et ne pourrait jamais conduire à la condamnation de la personne accusée en question. De plus, le fait de prendre des décisions inutiles créerait un risque de préjudice indu dans l'éventualité où les accusations relatives ou liées au même ensemble d'événements seraient portées contre une personne différente. C'est-à-dire que, je vais continuer par la suite pour que je prenne. Ce point me semble particulièrement important dans le scénario de la Côte d'Ivoire. Il dit, ce qu'il vient de dire, c'est que, quelle que soit la manière dont vous allez faire, vous ne pouvez arriver qu'à l'acquittement. Maintenant, si vous le condamnez, c'est que vous avez condamné une personne qui n'a pas été responsable. C'est ce qu'il a dit. C'est que vous n'avez condamné pas la bonne personne. C'est-à-dire que vous avez condamné quelqu'un à tort. C'est pour ça qu'il dit, ce point me semble particulièrement important dans le scénario comme celui de la Côte d'Ivoire, où l'accusation a déclaré à plusieurs reprises, y compris tout au long du procès, qu'elle avait ouvert une enquête distincte dont la portée territoriale et temporelle coïncide avec une large mesure avec celle de cette affaire et où l'on ne peut donc exclure que les procédures portant sur les mêmes faits en tout ou partie puissent être engagées à l'avenir contre un groupe différent de personnes. Je reprends cette partie. Ce point de vue me semble particulièrement important dans le scénario comme celui de la situation de la Côte d'Ivoire où l'accusation a déclaré à plusieurs reprises, y compris tout au long du procès, qu'elle avait ouvert une enquête distincte. Ça veut dire qu'elle a fait, en dehors de l'enquête sur le président Gbagbo, le ministre Bleu, elle a dit, je suis en train d'enquêter encore. Ok. Dont la portée territoriale, ça veut dire sur tout l'étendue du territoire, et temporelle, ça dit sur tout le temps. Puisque, ici, ça date de 2010 et 2011. Mais quand on dit temporel, ça veut dire qu'on peut commencer déjà depuis 2002. Voilà. Sur tout l'étendue du territoire, puisqu'il y a aussi Korogo, Boaké et tout ça, et sur l'étendue du territoire, et sur tout le temps, ça veut dire depuis 2002, coïncide dans une large mesure avec celle de cette affaire, et où l'on ne peut donc exclure que des procédures portant sur les mêmes faits, en tout ou partie, c'est-à-dire soit sur une partie ou sur le tout, puissent être engagées à l'avenir contre un groupe différent de personnes. Ça, c'est le point 50. Non, la page 50 au point 49. Donc, il dit, le juge veut dire en quelque sorte, au vu de ce que tu as dit, plan commun et autres, tout ça, etc., en ce qui concerne le président Gbagbo, le ministre Bleu, ce n'est pas eux. Mais comme tu as dit que, en plus de cette enquête, ceux-là, tu les as pris dans un premier temps, tu as fait, voilà, je les mets là. Je suis en train de continuer de faire mon enquête. Continue ton enquête. Parce que ceux-là, ce n'est pas eux. Hein, je traduis de manière, comment on appelle, synthétique. Ceux-là, ce n'est pas eux. Par contre, avec la même thèse d'autres personnes, on va effectivement trouver les vrais auteurs de ce qui s'est passé. Ici, je m'adresse souvent à des gens sur le net qui racontent, oui, comme les soi-disant victimes qui disent, oui, on a tué, il y a eu 3000. Comme souvent aussi, ça je fais cette parenthèse que j'ouvre pour vous demander que le vendredi, j'espère que vous n'avez pas oublié, on se retrouve devant le siège de
de Crisis Group, hein, pardon, excusez-moi que je fasse cette digression, Crisis Group, pour leur dire que ce n'est pas normal ce qu'il y en a. Donc, pour dire que il y a eu certainement 3000 morts, peut-être même plus. Mais ce n'est ni le président Gbagbo, ni le ministre Ablé Goudé. Il faut aller chercher ailleurs. Voyez, il faut aller chercher ailleurs. Donc, chers amis, chers frères, je pense que je vous ai quand même tenu un peu en haleine pour ça. Donc, c'était ce que je tenais à dire. Et continuer peut-être d'ajouter quelques éléments sur lesquels je pense je vais finir. Puisque il m'apparaît souvent de constater que des fois, des gens sont étonnés, je pense qu'ils ont été étonnés il n'y a pas longtemps, du fait que des personnes au sein de la rébellion ou bien qui étaient membres de la rébellion disent que ouais, le président Gbagbo n'a pas gagné. Je voudrais ici faire deux remarques. Non, une première remarque. La première remarque, sachez que lorsqu'il y a un coup d'État, on ne peut pas dire que celui qui a fait un coup d'État a gagné quelque chose. Alassane Draman Ouattara a fait un coup d'État. Point. Ça ne se discute pas. Mais je vais aller vous lire, et je vous demande, si vous voulez, prenez votre document, vous lire de manière insidieuse comment les juges, la majorité, ont considéré que le président Gbagbo a gagné. Donc, nous sommes à la page 73. En Belgique, on parle de 73. Au point 78. Moi, je trouve que, je disais, la majorité des juges reconnaît Laurent Gbagbo comme le président élu. En effet, les juges implicitement disent, hein, on va lire le juge Cuno Talfusière. Et plus fondamentalement, il demeure qu'une vraie réunion constitue en soi un comportement parfaitement légitime. De plus, dans le contexte de ce qui est de la crise qui avait cours à l'époque, la tenue de nombreuses réunions à toute heure de la journée avec les responsables politiques et militaires de la sécurité de l'État devait plutôt être perçue, en l'absence de toute preuve contraire, comme la marque, écoutez bien, la marque d'un président qui se soucie de la situation, souhaite être informé et assume ses responsabilités plus que d'un président conspirant contre son peuple. C'est Cuno Talfusière qui dit. Donc nous sommes après le 4 décembre. Je reprends. Et plus fondamentalement, donc c'est la page 73 au point 78, et plus fondamentalement, il demeure vrai qu'une réunion constitue en soi un comportement parfaitement légitime. Parce que le procureur disait que le fait que le président Gbagbo ait des réunions régulières avec l'armée, c'était un plan commun pour aller tuer les partisans de Ouattara. De plus, dans le contexte de la crise qui avait cours à l'époque, donc nous sommes après le 4 décembre, hein, c'est après le 4 décembre, la tenue de nombreuses réunions à toute heure de la journée avec les responsables politiques et militaires de la sécurité de l'État devait plutôt être perçue, il dit, en l'absence de toute preuve contraire, comme la marque d'un président qui se soucie de la situation. Qui souhaite, enfin, le même président souhaite être informé et assume ses responsabilités plutôt que d'un président conspirant contre son peuple. Comme disent les gens, Abana. Donc le juge Cuno Talfusière dit, la majorité, que lorsque le président Gbagbo il le faisait en tant que président de la République. Donc, ceux qui ont agi, c'est ce que le président Gbagbo dit, ce sont eux qui étaient dans l'illégalité. Alassane Draman Ouattara et ses rebelles ont agi dans l'illégalité. Donc, chers amis et chers frères, c'est pas ces éléments-là que je vais m'arrêter, sur lesquels je vais m'arrêter, pour dire que effectivement, arrêtons de nous tortiller l'esprit. Le droit a été dit. Tout ce qui se passe, merci. Tout ce qui se passe, c'est qu'il faut effectivement nous en tenir au procès, à ce qui a été dit. Tout le reste, ce n'est que de l'habillage. Ce n'est que de l'habillage. Et le juge ne s'est quand même pas arrêté à ça, puisque je vais vous parler un peu de ce qu'il
ce qu'il reproche à la cour d'appel. Il reproche des choses à la cour d'appel. Donc, nous sommes à la page 112, au point 117. Voilà ce qu'il dit. Parce que pour lui, le fait que non seulement il n'y a pas de preuves pour soutenir la thèse du procureur, et qu'il ait demandé l'acquittement et la libération immédiate, ça devait se faire. Lui, il est étonné. Il est étonné, au vu de ce que je vais vous lire tout à l'heure, que la cour d'appel ait pu engager une autre procédure pour empêcher les gens d'être libres. Voilà ce que je disais. Donc, il dit inhabituel serait également le bon terme pour décrire ce qui s'est passé devant la chambre d'appel et ce que celle-ci a décidé à la suite de la décision orale d'acquittement, seul à être favorable depuis 2 ans à la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo. J'étais, donc, ça c'est un autre élément. Hein. Ça, il dit j'étais en faveur de la mise en liberté sans condition au moment du... Il dit, donc, j'étais naturellement en faveur de la mise en liberté sans condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au moment de l'acquittement. Je n'aurais pas pu imaginer qu'une telle libération serait transformée par la chambre d'appel à une mise en liberté soumise à conditions très restrictives. Ça, c'est donc à la page 112 au point 117. Pour dire, je vais encore ajouter. Il parle encore, parce qu'il continue, il dit, il ne s'arrête pas là. Et je continue. Associé à l'incapacité de la Cour d'obtenir une coopération utile de la part des autorités néerlandaises, ces conditions ont conduit au confinement de Charles Blé Goudé dans un lieu clos à un coût exorbitant pour la Cour, dans une situation d'assignation à domicile, comparable, si ce n'est presque équivalent, au maintien en détention. Et cette situation perdue aujourd'hui. Il est impossible de ne pas remarquer l'incohérence intrinsèque de la décision de la chambre d'appel. Donc, il dit, lui, il ne comprend pas. Des gens acquittés, à qui on impose des conditions. Ce n'est pas possible. Il utilise des éléments. Et la décision déclare effectivement et solennellement que le maintien en détention en application de l'article 81 3C du statut doit limiter la situation qui sont véritablement exceptionnelles et ne peut intervenir qu'en dernier recours. Je dirais par la suite. En fait, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, on pourrait éventuellement les maintenir dans des conditions si éventuellement il y avait des situations compliquées. C'est-à-dire qu'en les libérant, ils pouvaient commettre les mêmes faits. Est-ce que c'est le cas? Non. C'est-à-dire que quand quelqu'un est acquitté, on préfère ne pas la libérer, on crée des conditions parce que si cette personne vient, elle va créer un autre préjudice à ce qui est. C'est une personne dangereuse. Mais ça n'a jamais été le cas. Jamais été le cas. Jamais, jamais, jamais été le cas. Jamais. Ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est difficile. Quand tu lis ce qui est ici, c'est vraiment difficile. Donc, ça n'a pas été le cas. Donc, je viens ici à la page 116, 117, où il dit à quel moment on peut imposer, je vais lire un peu, il faut cependant être en présence d'un scénario ou des éléments concrets recueillis au cours du procès, bien qu'insuffisants pour parvenir à une condamnation, peuvent néanmoins justifier des craintes raisonnables que l'individu concerné puisse à l'avenir commettre des infractions pénales.
Voilà ce qu'il dit. Quels sont les éléments qui peuvent asserter que le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé vont le commettre des infractions pénales? Okay. Quelle est la thèse du procureur? Il est populaire, il a ses partisans, ils vont l'empêcher. Or, le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé ont cité un document. Et dans ce même document qui est là, il est même dit qu'on peut les juger en leur absence. Quel est l'élément? Il y a même leurs avocats, Maître Atit pour le président Laurent Gbagbo, Maître Knops pour le ministre Charles Blé Goudé, et je rappelle à toute fin utile, Maître Knops n'est pas n'importe qui. Il est l'avocat de la Cour royale néerlandaise en Hollande. C'est-à-dire, la famille royale, c'est leur avocat. Vous pensez que la famille royale hollandaise va se laisser traîner dans la boue avec un tel avocat? Ou bien même M. Knops, qui est un avocat d'une certaine... comment on appelle... qui a ce prestige-là, va se permettre de tomber dans la boue en disant, bon, écoute, tu viens pas, moi, j'ai détruit ma carrière. Pour sur quelle base? Il connaît Charles Blé Goudé, oui. Ce n'est qu'un client. Point. Ça s'arrête là. Il y a un autre point, élément sur lequel je vais tabler, mais il paraît plus technique. C'est à la page 117, 118, au point 122. Voilà ce que dit le juge Tino Tarfuser. Il dit ce qui est encore plus frappant, c'est que la chambre d'appel semble ignorer sa propre jurisprudence récente. Pas plus tard qu'en mars 2018. En statuant sur la décision par laquelle la chambre de première instance du 7e avait déclaré un sursis à l'exécution d'une peine de prison alors qu'aucune disposition spécifique des textes fondamentaux ne le prévoyait. La chambre d'appel avait admonesté les juges de première instance en affirmant que, dans le cas juridique de la Cour, les pouvoirs inhérents devaient être invoqués de manière très restrictive et en principe seulement pour des questions de procédure, et que lorsqu'à la Cour, une question est érigée par les forces primaires de droit, les chambres ne sont pas libres de se fonder sur des prétendus pouvoirs inhérents pour combler les lacunes imaginaires. Moins d'un an plus tard, la chambre d'appel semble renier sa propre position pour une question aussi sensible que le droit à la liberté personnelle. Donc, il n'y a aucun fondement qui dit qu'on doit maintenir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, puisqu'on a parlé de quelqu'un qui s'est parlé en 2018, en mars 2018. Mais ici, on ne sait pas par quelle alchimie la chambre d'appel qui avait eu à dire là-bas au juge, non, on ne peut pas faire ça. Ici, on dit c'est faisable. On dit c'est faisable. Il va lui dire donc la chambre d'appel en violation d'un principe fondamental du droit pénal ne semble accepter et privilégier le recours au pouvoir inhérent qu'au détriment et non en faveur de l'accusé. Dans ce contexte, il n'y a rien d'étonnant à ce que la Cour n'ait jusqu'ici pas été en mesure d'obtenir la coopération du moindre État en vue de la mise en liberté de Charles Blé Goudé. Parce que beaucoup de pays se sont dit, mais attendez, quelqu'un qui a quitté doit être libre. Pourquoi vous voulez que nous le garde? C'est pour cela que je ne comprends pas la Belgique, pourquoi elle a accepté ça. Donc, je vais finir par des considérations finales. Il s'adresse comment on appelle, à toutes les victimes. Parce que c'est ça. Donc, nous sommes au point, à la page 118. Donc, 118, 119, ce sont les deux dernières pages. Et au point 124. Il dit tout ce qui précède ne saurait entamer un seul instant la compassion que j'ai ressentie lorsque j'ai entendu évoquer les terribles souffrances qu'ont dû endurer les Ivoiriens, toute allégeance politique, origine ethnique ou confession confondue à Abidjan comme dans d'autres régions, dans l'histoire récente de ce pays en général et pendant la période troublée de la crise électorale en particulier, ainsi qu'évoquer l'affliction des familles lorsqu'elles étaient informées et parfois même étaient témoins
du meurtre, du viol ou des blessures ou d'autres sévices infligés à leurs proches. Bien que je sois plein de sympathie pour leur malheur et leur douleur, et conscient des conséquences durables de ce que ces traumatismes auront sur leur vie, il n'en reste pas moins que mon devoir est de ne pas laisser ce genre de compassion compromettre mes obligations professionnelles et éthiques en tant que juge chargé avec mes confrères de statuer sur cette affaire. Un procès pénal n'a pas à vocation à juger l'histoire d'un pays ou à mettre en cause les décisions politiques prises par son ou ses dirigeants, pas plus qu'à porter jugement sur les responsabilités politiques ou l'alignement sur l'un ou l'autre parti à ce conflit. Tout procès pénal a plutôt pour but de déterminer la responsabilité pénale des personnes que le procureur a identifiées comme responsables des faits et comportements dont il est allégué qu'ils étaient criminels. Une telle décision doit demeurer exclusivement fondée sur des éléments de preuve recueillis par le procureur au cours de l'enquête et présentés à la Chambre. Si ces éléments de preuve sont jugés insuffisants pour permettre de conclure que l'accusé est pénalement responsable, l'accusé doit être acquitté. C'est ce qui a été fait dans cette affaire et rien de plus. Voilà, très chers personnes, amis et frères qui me regardaient, qui avaient pris le temps de me regarder. C'est sur ces quelques mots-là que j'ai conclu parce que je sais que dans une minute, on aura fini. Voilà, c'était ce que vous devez savoir sur le procès. Et je ne vous apprends rien, vous avez suivi et vous suivez que pour le juge, voilà ce qui les a amenés à, comment on appelle, à acquitter le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé. Les preuves, la charge dès le départ, je vous les ai indiquées. Ensuite, je vous ai parlé des événements majeurs. Ils sont au nombre de 4, mais après on a ajouté un 5e. Tous ces différents éléments se sont étiolés. Il n'y a jamais eu de plan commun, puisque pourquoi on parle de l'entourage immédiat là, on dit que ce sont les réunions que le président faisait avec les généraux. La première dame, même qui est sa femme, n'a jamais pu faire une seule réunion avec eux. Encore moins le ministre Charles Blé Goudé. Avec quelle personne a-t-il pu se réunir et faire ces plans communs? Ça n'existe pas. Donc, on a l'impression que c'est une imagination du procureur. Mais le juge dit que, en fait, les éléments que tu as envoyés, les preuves que tu as envoyées sont insuffisants pour dire qu'il y a eu un plan commun. Ici, en fait, à la CPI, ce n'est pas ça qu'on doit juger. Excusez-moi, c'est comme on dit que le gars a volé et puis on l'envoie à la CPI. On grossit, on dit non, quand il est rentré chez les pigeons, il allait tuer il avait une intention malveillante, il allait tuer tout un village. Mais on arrive là, on se rend compte que c'est un simple voleur. On va dire, c'est pas là on juge. Si à la CPI, on doit juger, c'est vraiment des crimes d'une nature assez exceptionnelle. Et dans ce qui se passe, vous verrez, je ne l'ai pas dit, peut-être que je vais vous dire ça rapidement. Il s'est avéré même que non seulement le président Gbagbo et, comment on appelle son entourage, je ne sais plus où, les feuilles sont un peu mélangées, ils ont même dit que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé étaient des hommes qui avaient, dans leur discours, des discours de paix. Ça, c'est le juge qui nous a affiché. Je vais regarder rapidement. Il faut que je trouve. Je voulais passer là-dessus. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis cet élément. Je trouve. Je vais vous dire. Je ne sais plus où j'ai mis ça. Bon, il faut que je ne l'ai plus. Mais enfin, il faut que j'aille fouiller le temps me faisant. Donc, le temps faisant défaut, c'est pour dire qu'effectivement, dans le document, effectivement, il est avéré que
le président Laurent Gbagbo et le ministre Blaise Goudé avaient au contraire, contrairement à ce qu'a dit les juges, a dit le procureur et son bureau, que ce sont des personnes qui avaient au contraire des discours d'apaisement, pas des discours guerriers. C'est écrit noir sur blanc, mais comme j'ai dit, c'était le temps étant passé, ça fait déjà 1 heure. Je voulais faire moins d'1 heure, bref, 1 heure de temps. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Et donc, les quelques secondes qui me restent, c'est pour vous dire que le vendredi qui arrive là, nous organisons une manifestation. Nous, c'est la plateforme des organisations ivoiriennes du Benelux, en accord avec d'autres frères panafricains, une manifestation de 13h30 à 17h devant Crisis Group. Vous avez certainement eu vent et écho de cette manifestation avec l'affiche. Oui, je l'ai dit le dimanche dernier, parce que ce groupe, comme un certain nombre de groupes, dans leurs déclarations, quand nous les regardons, en fait, ce sont des structures qui veulent nous faire croire qu'effectivement, le président Gbagbo, le ministre Blaise doit être apatride. Et ça va certainement être mon prochain direct dont je vais parler. Je voudrais aussi avoir une parenthèse. Donc, allez visiter ma chaîne YouTube où j'enregistre des éléments pour que ceux qui n'ont pas pu suivre puissent suivre, bien ceux qui ne sont pas liés à, comment on appelle, Facebook puissent suivre. Donc, c'est tapé Groupera, vous allez voir. Donc, le film qui est là sera mis dessus. Donc, c'est de parler de ça. Ce dont je vais parler certainement la prochaine fois, c'est de parler de la déportation des Africains. Je venais dans un premier cas sur le cas des Ivoiriens, par les Français. La question de la déportation. J'avais fait un texte en 2012, vous pouvez trouver sur Facebook, mais je vais en parler. Et pour vous dire effectivement comment les gens procèdent pour déporter les Africains. Je vais d'abord commencer certainement en prenant le cas de la Côte d'Ivoire, l'enclos colonial qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et puis l'étendre. Si je parle du cas français, c'est celui que je connais, mais les autres ne sont pas exclus. Tous ceux qui sont venus occuper l'Afrique, ce qu'on appelle de manière banale colonisation, et je veux que vous n'acceptez plus ces mots, il n'y a jamais eu de colonisation, je vais vous démonétiser ça plus tard. Donc sur ma chaîne, certainement la semaine prochaine, ou bien dans la semaine, je vous dirai, pour vous parler un peu de la déportation qui est faite aux Africains. Et pour moi, le schéma dans lequel les gens s'inscrivent, et c'est là où les gens comment on les appelle, Crisis Group veulent aller, c'est de faire ce que j'appelle la béantisation. Le roi Béhanzin. J'en parlerai un peu plus pour que vous compreniez qui était le roi Béhanzin, comment est-ce qu'il a été déporté par les Français et comment il est mort en déportation.